Oui, après on peut les installer aussi pareil après. Donc du coup, pourquoi je demande un domaine, c'est parce que après, en fait, pour que le SX s'intègre bien, enfin le vCenter plutôt s'installe bien, il préfère quand même avoir un domaine et surtout un DNS. Normalement, avec juste le DNS, ça doit passer si on rentre bien ces informations, mais là, on va carrément le faire avec un domaine en plus. Donc c'est pour ça que je vous fais créer du coup un serveur et on va mettre du coup le domaine. Du coup il m'a mis quoi comme adresse? 10.128.01. Ok. Oui. Alors, il te met quoi comme erreur? Et quelle est l'erreur? Check des vérifications, des conditions préalables. Ouais. Promotion du contrôleur de domaine. Ah, c'est parce que j'ai changé mon nom de PC et j'ai pas redémarré. Voilà. Quand je vous dis qu'il faut prendre le temps de lire les messages en général, il y a l'explication dans le message. Voilà, donc là, on met le domaine classique. On passe d'abord l'IP statique. On va juste mettre un nom vite fait pour être sûr d'avoir duquel on est. Je le redémarre, je vais même pas mettre les... J'ai pas mis le tout, c'est pas grave, je vais même pas pour très longtemps. Action, SE, envoyer les touches. Et après, pendant qu'il sera en train de passer en tant que contrôleur de domaine, c'est là qu'on va avoir besoin du VCSA. Et je ferai une petite explication après au tableau une fois qu'on aura lancé. Donc ok, ça c'est bon. On ajoute le rôle. Tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, après, quasiment automatique ça. Donc si vous regardez la page derrière, vous pouvez voir que vous avez un résumé de performance. Vous voyez du coup qu'est-ce qu'il consomme en tant que mémoire, qu'est-ce qu'il consomme en tant que CPU. Ce qui peut vous permettre de repérer s'il y a des machines qui ont l'air de consommer peut-être un peu trop de puissance ou quoi. Et donc peut-être éventuellement de réadapter leur puissance
et leur configuration par rapport à l'utilisation que fait réellement la personne. Donc pendant qu'il est en train de passer dans le domaine et que du coup on est bloqué pendant quelques minutes, on va aller récupérer à partir de notre machine virtuelle, de notre machine physique, pardon. On va aller récupérer notre ISO, l'ISO VCSA qu'on a récupéré tout à l'heure. On va faire ouvrir avec l'explorateur Windows. Là, je vais remettre l'ergonomie pour que ça se voit mieux. J'aime pas regarder ici ça. Oui, c'est toujours affiché ça. Voilà. Et donc logiquement, vous devez retrouver ce menu là. Vous avez DB schéma, migration, UMDS, VSCA, VSCA, CLI, VSCA UI installeur et plusieurs éléments. Ce qui va nous intéresser ici pour installer ce qu'on appelle vCenter, qui va nous permettre de faire de l'administration et d'avoir pas beaucoup d'outils utiles pour gérer des serveurs de virtualisation. On va utiliser VCSA UI installeur. Après, il nous demande quel système à partir de quel système on va exécuter l'installeur. Donc en l'occurrence du Windows 32, parce qu'ils n'ont pas développé en Windows 64. Oui. C'est ajouté une nouvelle forêt, non? Oui, tout à fait. Et ici, vous avez installeur. C'est sur notre PC, monsieur, pas sur la machine. Oui, sur le PC. Après, vous pouvez prendre n'importe quel PC où vous avez mis l'ISO et qui va avoir accès à l'ESXi. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez passer en français, en haut à gauche. Il vous propose plusieurs choses. Mais là, il n'y en a qu'une seule qui va nous servir. C'est installer, puisque les autres, ça a mise à niveau. C'est si on a déjà un vCenter qui tourne et qu'on veut le mettre à niveau. Migration, c'est pour le déplacer vers une autre configuration. Et restauration, c'est pour s'il y a eu un problème, on utilise la sauvegarde pour le remettre à neuf. Donc on va faire installer. Ici, on voit qu'il nous dit que ça va se faire en 2 étapes. D'abord, il va déployer une machine virtuelle qui va contenir le vCenter et après, il va faire des réglages dessus dans le deuxième temps. Donc là, on n'a pas le choix. On n'est que sur la phase 1, donc on fait suivant. On va accepter les contrats de licence. Et ici, il va vous demander du coup le SX où vous voulez l'installer. Après, si jamais même vous n'avez pas encore le Windows Server qui est prêt, la première étape, vous pouvez la lancer quand même. Il n'y en a pas encore. C'est pas encore là qu'on va avoir besoin du nom de domaine. Donc ici, vous mettez l'adresse de votre SX, que j'ai oublié bien sûr. Donc 10 00 120 pour moi, mais vous après vous adaptez à ce que vous avez mis. Le port HTTPS, ça c'est si jamais vous aviez fait des modifications et que votre port HTTPS
c'était pas le 443. Bon, en l'occurrence, on n'a pas fait de changement, donc notre port HTTPS, c'est bien le 443. Là, ici, on met route, puisque c'est le seul utilisateur de toute façon qu'on a. Et vous mettez votre mot de passe qui vous sert à vous connecter à l'ESX. Parce que là, rien de bien compliqué. Après, bah, là, il va détecter le SSL, il vous fait un avertissement, donc vous acceptez. Et là, il vérifie s'il a bien accès à tout, s'il n'y a pas de souci. Ici, ça c'est le nom de la VM qui va être créé. Et ici, ça va être le mot de passe que vous allez utiliser pour modifier votre VM. Là, par contre, le clavier étant sur le vSphere, si on va manipuler directement le vSphere, il va être en QWERTY. Donc, évitez un mot de passe qui modifie du QWERTY. Mais normalement, 1, 2, 3 soleils. N'utilise pas de lettres qui sont modifiées par le QWERTY. Par contre, là, il va vous dire que 1, 2, 3 soleils, ça lui suffit pas. Il dit qu'il n'y a pas les exigences. Vous rajoutez un point. Si vous avez besoin des exigences, vous pouvez les retrouver ici. En vous mettant sur le i avec la souris. Donc il dit bien effectivement qu'il faut au moins un caractère spécial. Chose qui n'est pas effectivement dans 1, 2, 3 soleil. Donc une fois que c'est fait, vous faites suivant. Et c'est là qu'on tombe sur un tableau qui peut faire un peu peur. Donc le tableau qui est ici, en fait, c'est ce qui demande en théorie comme configuration pour fonctionner correctement. Donc là, très petite, on voit qu'il demande 2 processeurs. Bon, ça va encore. Il demande 14 Go de RAM minimum, qui va être intégré à l'intérieur du coup de l'ESX. Donc ça va s'ajouter ça va être pris dans la mémoire de l'ESX. Le stockage 579 Go, ok, pour pouvoir gérer 10 hôtes et 100 VM. Bon, là je vais refaire un petit dessin par rapport à ça quand ça sera lancé. Et on voit que plus on veut gérer d'hôtes et de VM, plus il demande des ressources. Mais bon, en réalité, on va pouvoir l'installer quand même, même comme ça. Donc là, ici, taille du stockage, vous laissez par défaut, ça c'est bon. Oui. Ça, c'est dans la VM. Oui, en fait, dans le SX, Dans les 24 Go de oui, RAM, il va utiliser 14 Go. Pas Et donc, en fait, c'est surtout quand vous faites des tests après, avec justement, que vous déploierez des machines à l'intérieur de SX et tout, que du coup, vous gérez le vCenter, qu'après, si vous avez 16 Go de RAM sur les PC, c'est mort. Les hôtes, je vais l'expliquer après, mais en fait, ça va correspondre au nombre de SXI qui vont être gérés. Mais je vais l'expliquer pendant que ça va tourner. Donc là, on fait suivant. Et ici, on va dire du coup sur quel disque on veut installer. Là, on va prendre du coup test 2. Et par contre, il ne faut pas oublier de faire activer le mode disque dynamique.
Parce que sinon, du coup, là, il va essayer de prendre les 500 gigas et il va vous dire j'ai plus de place. Alors que si on fait l'autre dynamique, ça va passer. Donc là, après, on fait suivant. Et on peut installer sur DataStar. Il te le propose. C'est trop petit de toute façon. Bah, moi, oui, de toute façon, il va avoir besoin de plus que 12 gigas. Donc, même s'il prend pas les 500 et quelques, il va avoir besoin de plus de 12 gigas. Donc là, on dit le réseau sur lequel, par lequel va être géré le vCenter. Ici, étant donné qu'on n'a qu'une seule carte réseau et qu'un seul port au niveau de l'ESXi, on laisse sur VM Network. C'est son réseau de base. Mais comme je vous le montrerai, on peut rajouter des cartes réseau à l'intérieur de l'ESX pour gérer certains réseaux qui vont passer par certaines cartes. Notamment si on a par la suite des VLAN. Donc IPv4, oui, on va se connecter en IPv4 dessus. Donc ici, statique, on va mettre statique. Le nom de domaine, on peut le mettre tout de suite, comme ça sera fait. rf.lan. Même si vous ne l'avez pas encore passé, de toute façon c'est sa recherche. L'adresse IP, vous allez mettre une autre adresse IP que celle que vous avez donnée, qui sera l'adresse IP de la machine vCenter. Parce qu'en fait, le vCenter, c'est une machine virtuelle. Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'avoir une deuxième adresse. Ah. Daniel, Nordine. Je disais ici, là, vous mettez une autre adresse IP que l'adresse de l'ESX. Parce qu'en réalité, le vCenter, c'est une machine virtuelle en elle-même. Et donc, du coup, il lui faut sa propre adresse. Parce que du coup, si vous mettez la même, vous allez avoir un conflit entre les deux et vous allez vous retrouver bloqué. Donc, bien important de bien mettre une adresse différente, qui ne soit pas utilisée par un autre périphérique. Masque de sous-réseau ou longueur de préfixe. Donc on peut mettre 8 ou on peut mettre 255 au choix. Passerelle par défaut, ça sera la même que pour le SX. Ça change pas. Et serveur DNS, vous allez mettre l'adresse de votre Windows Server que vous venez de créer. Ou que vous allez créer, si vous ne l'avez pas encore fait. Oui. J'ai mis quoi moi déjà détail. Non, c'est pas celui-là. La passerelle, vous avez dit, sera laquelle? La même que tu as mis pour le SX. 10.0.0.2. Enfin, si ton NAT c'est 10.0.0.0. Donc elle est où ma page? Elle est là. Voilà. Et je lui ai mis. Bon, j'attends qu'il charge le truc. Et je vais la voir. Parce que comme du coup après il y aura besoin, on met directement celui-là parce que comme du coup on aura besoin qu'il visse vers ce serveur là pour avoir son DNS, au moins ça sera fait. Donc 10.128.0. 10.128.0.1. Et les ports, on laisse 80 et 443. Et une fois que c'est bon, on fait suivant.
Là, il vous fait un résumé de l'installation. Donc bien regarder avant s'il n'y a pas une faute de frappe ou quoi, si vous avez bien tout rempli. Et là, on fait terminer. Donc là, il va déployer maintenant la machine sur le SX que vous lui avez donné. Donc maintenant, ici, il va lui falloir un peu de temps. Il faut compter au moins pas loin d'une vingtaine de minutes, minimum, pour cette étape-là. Donc c'est pour ça que je vais profiter de ce temps-là pour faire la petite explication de comment se place le vCenter par rapport aux ESX et montrer qu'est-ce qu'il est capable de gérer. Du coup, pendant ce temps-là. Oui. Oui. Parce que ça a pris un peu de retard. Parce qu'il fallait que je réinstalle les données. Là, c'est bon. C'est maintenant que je vais ça parce que j'ai pas eu le temps. Comme je prends le temps. Donc là, tu vas dans là où tu as récupéré le fichier de CSA. l'ISO, là, tu peux mettre pour les enfants. Il y a un fichier là. Oui, c'est-à-dire on est parti Ah avant. oui, vous avez dit, c'est vrai, je l'ai pas. Récupère-le déjà et je reviendrai te faire l'application. C'est celui VMware. Donc tu le récupères. C'est pas L'ISO, c'est le VMware VCSA ou VSCA. Pardon. non, pour l'instant, non. Là, tu prends les deux. Ça change juste pour les 5 ans. On prend le prix, là. Ça, je leur décale pour l'instant, je le remets après à côté. Ensuite, 35 pour l'instant. Ok. Donc là, oui, vous voyez voir du coup comment Hackerboy s'organise. Ici, on va dire, on a un serveur ESXi 8, on va dire serveur 1 ESX8. On a un deuxième, on va dire qu'on a un serveur 3 et tout. Ça, en fait, les ESX, c'est égal aux autres. Un autre égale un ESXi. C'est pour ça que dans le tableau de configuration de vCenter, il nous parlait de nombre d'hôtes maximum qu'il pouvait gérer avec chaque version. Parce que ça va correspondre au chaque. Et après, le nombre de VM. C'est le nombre de VM qui vont être à l'intérieur au total des différents hôtes. C'est bon, là. ISO. Tu vas dans. Et donc dans la version Tiny, il peut gérer donc 10 hôtes, 10 ESX, et pour un total de 100 machines virtuelles. Donc c'est pour ça que les chiffres peuvent paraître assez gros. Mais en réalité, du coup, là pour les essais, si on met en dynamique, on peut du coup éviter de bouffer plus de 500 gigas sur sa machine. Après, ça dépend aussi la taille et le dimensionnement du serveur sur lequel vous installez le vCenter.
tu redonnes du matériel performant et tout, qui a beaucoup d'espace disque et tout, à ce moment-là, autant le prendre directement et bloquer directement les 500 gigas. Ça sera fait. Ça sera plus long à l'installation, ça sera un peu plus rapide et plus flexible à l'utilisation parce que l'espace est déjà réservé. Il y a juste certains éléments à modifier. Et en fait, du coup, lui, le vCenter, se trouve en dessous et va permettre d'administrer, de gérer. Sur le bureau, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Le vCenter va permettre en fait de gérer tous les hôtes et toutes les machines virtuelles à partir d'un seul endroit. Mais c'est quoi, c'est une fonctionnalité que ça veut C'est une fonctionnalité, en fait, c'est une machine virtuelle qui est une fonctionnalité et qui va donner des fonctionnalités aux ESX qui n'ont pas par défaut. Par exemple, un truc tout simple, mais qui est très utile, cloner une machine virtuelle. Et bien avec ESXi, vous ne pouvez pas le faire directement. Vous êtes obligé d'avoir ESX pour pouvoir cloner directement une machine. Avec l'ESX, juste un node de base, vous ne pouvez pas cloner directement une machine. Alors que comme on a vu avec le Proxmox, on peut cloner la machine sans problème, ça fait partie des choses qui sont de base. Après, migrer une machine. Par exemple, là, j'ai cette VM là que je veux envoyer dans l'autre. Si je veux la migrer vers l'autre serveur, vers le serveur 2, et ben, même si j'ai plusieurs machines, j'ai plusieurs serveurs qui sont en ESX, si j'ai pas le vCenter, je ne pourrai pas migrer entre les machines. À votre avis, quelle fonction va nous permettre normalement de migrer sur, par exemple, si on compare avec Proxmox? Quelle fonction de Proxmox nous permet de migrer? Et une fonction qu'on va retrouver aussi via le vCenter. On ne fait pas un dossier un fichier en commun Pas exactement un truc en commun. Créer un pool. C'est pool 2. Le stockage de la centrale. Ouais, pool de data center, et donc ça, c'est le nom, il vient de le dire, c'est un cluster. Oui, ça. Le cluster. Le cluster, c'est l'assemblage de 2 ou plus. Mais c'est déjà, mais le vCenter déjà il fait cluster pour les trois. Enfin il regroupe les trois déjà. Il va falloir le vCenter. Les ESX en eux-mêmes, tu ne peux pas les remettre de base en cluster. Tu es obligé d'avoir le vCenter pour remettre en cluster. D'accord. Donc ça, c'est géré par le vCenter, la migration et du coup le cluster. Le cluster, du coup, est géré également par le vCenter. Et du coup, qu'est-ce qui est à dériver une fois qu'on a fait un cluster et qu'on avait vu aussi avec Proxmox, qu'on peut mettre en place? Il y a 2 lettres, si on ne dit pas le nom en entier. C'est ça. HA, haute disponibilité. High availability ou haute disponibilité. C'est pour les pannes en fait. Ouais, en cas de panne, s'il y en a un qui tombe ou une machine qui tombe, les données sont sur les autres et tout. Et pareil, la haute disponibilité.
ça c'est aussi géré uniquement par le vCenter. Donc c'est pour ça que c'est un morceau quand même assez important, mais qui est du coup, comme on le voit, plus lourd à utiliser que du coup d'utiliser les pancnotes. Les pancnotes sont quand même beaucoup plus légers à utiliser. Et sachant que le pancnote en plus, si vous ne prenez pas l'assistance ou de besoins vraiment très spécifiques, il est gratuit. Or ici, là, faut compter à peu près un vCenter, un autre et tout, hors matériel, en licence, il faut compter dans les 4-5 000. 4-5 000 euros. Oui, hein? Oui. Mais malgré tout, il reste quand même dans les leaders en utilisation. Mais je crois qu'il quand même ça va grignoter un peu de part de marché. Je ne sais pas si c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été rachetés par un fournisseur de processeurs. Là. Il n'y a pas longtemps, ils ont été rachetés par Qualcomm, qui est un des gros fournisseurs de processeurs pour mobile notamment, mais qui sont en train d'en développer aussi pour ordinateurs en base ARM. Et donc oui, voilà, le vCenter, là, bon, c'est les éléments les plus importants qui vont servir. Après, il y a d'autres éléments, mais retenez déjà que le vCenter va permettre de gérer tout ça. Donc, mais ça, il gère aussi les autres. Hein? Oui, il gère les autres. Mais du coup, c'est pour ça. Mais je veux dire, comme du coup, les autres, pour pouvoir migrer, il faut les mettre en cluster. Après, on peut gérer les autres. On peut garder des autres individuels. Si c'est plusieurs... si par exemple, vous gérez des serveurs que vous revendez à des clients. Vous vendez l'accès à des serveurs à des clients. Un cas possible. Donc ça c'est votre société. Société. Vous avez E1. Le E c'est pour E6. E2. E3. E10, on va dire, on va jusqu'à 10. Vous avez 10 serveurs, 10 autres, du coup. Donc dans ces cas-là, vous avez deux possibilités. Soit vous allez les gérer en indépendant, chacun directement par leur page, comme vous faites quand vous en avez qu'un. Mais après, ça veut dire qu'il faut quand même que vous ayez des systèmes de sauvegarde et tout, pour sauvegarder tout le système en cas de crash, pour pouvoir rétablir le système de vos clients. Parce que là, on va dire, ça c'est celui-là, il appartient au client 1, au client 2, au client 3, au client 4. Et après, lui il gère ses VM. Enfin, non, après, ça peut être même géré par vous. Mais je veux dire, voilà, chaque serveur appartient, on va dire, à un client. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez éventuellement vous passer du vCenter si vous n'avez pas besoin de faire de clones et que vous gérez éventuellement par des modèles. Mais ça dépend un peu de la configuration. Donc à la limite, dans ces cas-là, vous pouvez éventuellement ne pas avoir besoin du vCenter. Mais par contre, ça va vous obliger à aller sur la page web 1, la page web 2, la page web 3, la page web 4. Alors que si vous avez le vCenter, vous avez une seule page d'accès et dans la même page d'accès, vous allez voir les 10 autres. Même si c'est des autres individuels, vous allez avoir tout aligné sur la même page, sur la même interface. Donc ça vous évite d'aller sur 10 interfaces différentes. Mais quand il faut les configurer les autres serveurs, ouais. Pourquoi on voudra ajouter des rôles? Il ne faudra pas quand même aller sur... Non, là je parle de hôte, je parle de ESXi. Les autres c'est un serveur ESXi. C'est ce que vous venez d'installer, la base. Donc là, après,
Après, ça dépendra en fonction de ce que vous faites, de votre activité. Si c'est vous qui installez le serveur ou si vous installez la base de la VM et qu'après le client se connecte sur la VM et fait ses affaires. Ça dépendra un peu du contrat. Mais voilà, c'est pour expliquer que là, on peut potentiellement, dans certains cas, se passer du vCenter. Mais c'est juste qu'après, si vous avez beaucoup de serveurs à gérer, ça peut être plus pratique d'avoir le vCenter et d'avoir tout sur la même interface que de connecter sur chacune des 10 pages. Si vous avez 10 serveurs. Bien entendu. En fait, ils gèrent juste les serveurs, mais ils ne gèrent pas les machines intérieures. Si, après, tu vois, on va le voir quand on aura mis le vCenter. Ici, tu auras, de toute façon, je peux le montrer directement, ça sera plus parlant. Ça sera plus parlant. Ici, elle est ici. Je vais taper 0.26 parce que là, on a un des serveurs qui est dans la baie qui est en vCenter. Donc là, je me connecte par son interface, comme pour le SX. Mais sauf que ici, vous voyez, j'ai un autre qui s'appelle Créteil et j'ai un autre qui s'appelle Test. Donc là, je suis dans le cas où j'ai deux autres qui sont indépendants. Mais par contre, ici, je vois mon autre et dans l'autre, je vois toutes les machines qui sont dessus. Donc je peux gérer à partir de la même page les machines qui sont sur n'importe lequel des autres. Tu peux remonter en haut Ouais. Ici, là, j'ai le serveur 192.168.0.25 qui est un des autres, on va dire qui est l'autre E1, par exemple. Et dedans, j'ai toutes ces machines. Il est dans un data center que j'ai appelé Créteil. Même si là, il n'y a qu'un seul hôte à l'intérieur. Enfin, si, il y en a deux, pardon. Ah non, parce que j'ai fait deux trucs. Après, celui-là, j'aurais pu le mettre aussi dans Créteil, mais sans qu'il soit relié avec le 0.25. Et après, j'ai un deuxième avec le 0.27 où il y a encore X machines dessus. Et je peux gérer toutes les machines simultanément. Donc si par exemple, tu as 10 serveurs à gérer avec chacun X machines, au moins tu as tout sur la même page. Sinon, il faut que tu ailles sur chacune des pages individuellement. Mais du coup, tu peux t'y passer. Mais par contre, tu t'enlèves éventuellement la possibilité de faire du clonage assez rapide. Mais après, comme on le verra, les ESX, si vous n'avez pas besoin de beaucoup de machines ou quoi, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des modèles. C'est-à-dire que vous faites une machine maître, un peu à la façon d'un sysprep, vous l'enregistrez en tant que modèle, et vous redupliquez ce modèle-là. Donc ça fait plus ou moins du clone, mais c'est pas aussi direct que du clonage qu'on peut faire avec le Proxmox ou via le vCenter. Par exemple, si je clique sur une machine, et du coup là on voit que j'ai migré ou cloné vers une machine ou en tant que modèle. Alors que si on se met sur le SXI, alors là des fois ça arrive qu'ils mettent un peu de temps à se reconnecter sur la page de SXI. Donc si vous voyez qu'il tourne comme ça là, vous appuyez sur F5. Et là il recharge la page. Voilà, par exemple là si je fais un clic droit sur WinServe, j'ai pas d'option pour pouvoir cloner. Je peux faire des snapshots. Ça par contre c'est un réglage de base qu'on peut retrouver. Mais le snapshot c'est pas un clone en soi. C'est pas une machine qu'on peut cloner. Donc voilà à quoi sert le vCenter. Vous avez dit en dessous de cluster, c'est
Le cluster, c'est le HA, haute disponibilité, ou High Availability en anglais. Le HA, ça correspond à High Availability. Sinon, en français, si on le réduisait, c'est HD, haute disponibilité. Mais des fois, comme vous allez voir dans des trucs ou quoi, des fois, ils vont parler directement de HA en tant que là. C'est un peu comme on va dire les OU. On parle d'OU, qui signifie à la volée, quelqu'un là. C'est pour les groupes, Oui, d'utilisateurs et tout ça, non? c'est ça. Et ça signifie OU. Utilisateur unité C'est un groupe. organique. Mais il y a toute Ouais, mais ça, c'est UO. Ah, ok. En fait, OU, c'est Organizational Unit. Et souvent, dans les tutos et tout, on a tendance à dire OU directement que UO. C'est un peu par habitude et par convention. Bon, après, si vous devez faire une procédure et que vous marquez UO, ça sera pas faux, hein. Mais c'est juste que c'est un peu des habitudes. Donc, si par exemple je vous donne un exercice et je vous parle d'OU, vous ne devez pas être perturbé par le fait que je vous parle pas du O. Parce que c'est la même chose. Donc voilà. Là, par rapport à l'emplacement, à la positionnement et l'utilisation du vCenter, est-ce que ça vous paraît Pour installer. comme ça plus clair? Ou est-ce qu'il y a des questions? Ouais. S'il fait vraiment, c'est une machine d'administration. Purement. Là, le centre, il se connecte à l'OC, le SX. Ouais. Et il a la VM aussi. C'est ça. Il a accès à tout en fait. Il a accès à tout ce qui est. Il faut Ouais. tout rentrer manuellement. Pour lancer les machines? Non, en fait, lui, il va analyser les ESX que tu lui as rajoutés et il va voir toutes les machines virtuelles qui sont sur tous les ESX. Là, par exemple, ici, là, ici, quand j'ai rajouté le 0,25, il m'a ressorti automatiquement la liste des machines. Par contre, nous, on a rajouté de la machine haute et la VM. Oui, c'est ça. En fait, on va, une fois qu'il sera installé, on va essayer de le faire, comme ça vous sera plus clair. Et les VM, on peut migrer d'une D'un- boîte à l'autre. Oui. Après, là, j'ai pas réessayé si ça marchait. Parce qu'il me propose migrer, mais si c'est pas dans le même cluster. Si, je crois qu'il accepte, même si c'est pas dans le même cluster. Mais on y reviendra quand on aura fini sur les options de migration et tout. Il y a quelques petits trucs. Et par rapport au Proxmox, il n'y a plus de VM, pas des. Si. En fait, le Proxmox, si tu mets en cluster, tu vas gérer du coup. Par contre, effectivement, tu es obligé de mettre en cluster. C'est ça que tu veux dire. Pour gérer plusieurs avec la même page. C'est ça. Non, c'est pas une question. Pour gérer plusieurs autres Proxmox. Ouais, on a associé plusieurs. Proxmox, ouais. Mais pas un récitant, parce qu'il va venir couper tout, quelque chose comme ça. Ah si, quand on a mis en cluster, tu avais tout sur la même page. Mais par contre. C'est le même principe, mais une machine qui prend les relèves de tout. Oui, c'est ça. C'est pas. Non, une haute c'est qui pas prend le compris relais de directement. Ouais. tout. C'est le vCenter qui permet de contrôler tout à partir du même emplacement. Que ça soit en cluster ou pas en cluster. Alors qu'effectivement, bon, il y a peut-être une possibilité, là je n'ai pas posé la question, mais effectivement le Proxmox, pour avoir tout sur la même page, faut être en cluster. Mais peut-être que tu as une possibilité de rajouter des autres indépendants quand même. Mais ça, je n'ai pas regardé, il faudrait que je regarde une question. Mais oui, du coup, le vCenter sert vraiment purement à l'administration, mais simplifie les choses parce que ça te donne des outils qui ne sont pas prévus de base. Enfin, qu'ils n'ont pas voulu prévoir de base pour pouvoir gagner plus d'argent. Ils auraient pu faire mettre la fonction de clonage dès la base. Puisque si on prend le VMware Workstation, on peut cloner directement. On n'a pas besoin de vCenter pour cloner. Et c'est la même société, les deux. Donc, s'ils avaient voulu, ils auraient très bien pu intégrer
la fonction de clonage directement dans le SX standard. Mais après, point de vue budgétaire, ça ramène plus en mettant un truc à part. Pas fou. Pas fou non plus, les gars. Parce que je sais plus, ils en sont à combien là de chiffre d'affaires. Alors, un chiffre d'affaires en 2023 de 13,35 milliards. Ça va. Ils s'embêtent pas. En augmentation de presque 4%. Donc, tu m'étonnes, vu les prix. Ah, après, bon, ça je pense que c'est une magouille financière. Chiffre d'affaires au troisième trimestre de 3,21 milliards pour un résultat net de 231 millions. Bon, ça je pense que c'est des jeux de passe-passe pour être moins taxés. Parce qu'ils sont taxés sur les résultats nets, donc pas sur le chiffre d'affaires. Donc alors du coup, oui, où en est notre vCenter. Donc là, on est à la phase 2. Mais avant d'aller à la phase 2, on va terminer on va régler notre ADDS. Alors, donc, l'ADDS, il est déjà fait, on l'a rentré dans le domaine. Maintenant, on va gérer un petit truc au niveau du DNS. Ma page, elle est là. Non, c'est celle-là, elle est là. Donc là, je vais dans mon serveur. Installer les web tools, non. Voilà, donc là on va dans le DNS. Gestionnaire DNS classique. On va dans notre recherche. Ici, bon, on voit qu'on a l'hôte qui correspond à notre serveur. On va rajouter un nouvel hôte. Qu'on va appeler vCenter. Et on va lui mettre l'adresse qu'on lui a donnée. Et on va l'ajouter. Donc c'est pour ça qu'il fallait mettre au moins un DNS. Mais tant qu'à faire, on fait l'exercice jusqu'au bout en mettant carrément un domaine. En réalité, on aurait pu mettre juste le rôle DNS. Donc là, du coup, vous rajoutez cette hôte-là, appelé vCenter, et ça sera vcenter.rf.lan. Donc, une fois que c'est fait, ouais. Donc, 30 secondes de temps que vous finissiez. Voilà. Donc, c'est bon, du coup, vous avez rajouté le DNS. Hein?
tu rajoutes une entrée DNS qui s'appelle vCenter et tu mets l'adresse que tu as donné pour le vCenter dans la première étape. Après, si tu l'as pas encore fait, bah, soit tu le fais après une fois que tu as lancé l'étape 1 du vCenter, ou soit tu sais quelle adresse tu vas lui donner et tu l'anticipes ton hôte. C'est au choix. Hein? En fait, le vCenter se fait en 2 fois. Une première fois où il déploie la machine et une deuxième fois où il va faire de la configuration dans la machine. Et c'est dans cette étape-là qu'il faut avoir le DNS suffisamment bien configuré. Parce qu'on peut le faire sans DNS, mais il y a d'assez gros risques d'avoir des erreurs et tout. Donc, tiens, d'ailleurs, on va faire un truc avant. Enfin, là, je le montre. Ici, vous voyez que maintenant, j'ai une machine sur mon ESX qui s'appelle VMware vCenter Server. Donc c'est le nom que je lui avais donné tout à l'heure. Maintenant, avant de continuer la première étape, enfin la deuxième étape plutôt, pardon, pour éviter que, justement, au cas d'erreur, d'avoir à refaire les 20 minutes de l'étape 1, on va faire un clic droit et on va prendre un snapshot. Avant phase 2. Et on lance la prise du snapshot. Comme ça, si jamais il y a un problème, on pourra normalement revenir sur le snapshot plutôt que de refaire toute l'étape 1. Pour le VM ou Pour la VM. pour la VM? Ouais, la VM, celle qui s'appelle vCenter. Ou le nom que tu lui as donné à celle-ci. Tu as changé de nom. Comme ça, s'il y a un problème avec la phase 2, au moins on n'est pas obligé de tout refaire. C'est bon? Pour le snapshot? Pour quoi? Pour le snapshot? Tu fais directement un clic droit sur la machine et ta snapshot. Et prendre un snapshot, comme dans VMware. Ouais, parce que là, il vous dit 500 gigas, mais alors là, pour l'instant, il a utilisé que 20 gigas. Donc après, pour la phase 2, il y a 2 possibilités. Soit on fait continuer et il veut bien, il n'y a pas de souci. Si jamais on veut faire une autre façon, qu'on veut le faire plus tard, ou quoi, il faut utiliser cette adresse-là pour se connecter au besoin. Donc c'est l'adresse de votre vCenter 2.5480. Mais là, normalement, si on fait continuer, il devrait nous proposer de continuer directement. Donc là, il me propose l'étape 2. Donc je fais suivant. Ici, si on veut, on peut déterminer si on veut pouvoir activer l'accès au SSH. Donc sachant que par exemple, il vous prévient que pour la High Availability, HA, il faut activer l'accès au SSH. Mais bon, là, on va pas forcément se baser dessus, mais bon, allez, on peut l'activer en vrai. On peut l'activer, ça coûte rien de toute façon. Suivant.
Voilà, c'est là qu'on va mettre. C'est là qu'on va mettre rf.lan. Là, attention, notez bien, le nom pour vous connecter au vCenter, ça ne sera pas administrateur. Ça sera administrator qui va vous servir à vous connecter. Là, ça sera plus root, ça sera administrator. Donc, on met le domaine. On met le mot de passe qu'on veut utiliser. On peut reprendre le même que le vCenter. Ça veut dire quoi là, Single, signe, j'ai un doute sur le O. En fait, ça permet de ce que ici c'est marqué. Non, l'adresse du nom de domaine. Pour la mise à niveau, pour l'étape 1. Pour l'étape 1, oui, bah tu fais suivant. Et tu mets l'adresse, il va te demander l'adresse de l'ESX, du serveur sur lequel tu l'installes. Single sign on, en fait, c'est pour utiliser le même mot de passe pour se connecter partout. C'est single sign, c'est le haut, j'ai un doute. C'est en fait, ça va te permettre d'avoir un mot de passe unique pour se connecter à plusieurs services ou à plusieurs autres. Même s'ils n'ont pas route et tout, lui il va permettre de gérer plusieurs trucs simultanément. Mais ici, là, on voit pas trop l'effet parce qu'on a qu'un seul vCenter. Après, si on clique sur joindre un domaine SSO existant, c'est s'il y a déjà d'autres vCenter et que tu vas utiliser le même mot de passe pour tous les vCenter. Tu auras un mot de passe commun à tous les vCenter. Enfin, je veux dire, tu seras connecté sur ce vCenter là. Tu pourras automatiquement aller sur les autres vCenter sans avoir besoin de retaper le mot de passe et le compte administrateur. C'est à ça que sert le single sign-on. Donc ici, ça ne va pas faire trop d'effet, puisqu'on n'a qu'un seul vCenter. Mais si après, effectivement, tu gères des infrastructures plus lourdes, bah, tu n'as pas envie de te reconnecter, de devoir retaper administrator, arrobas ton domaine et ton mot de passe à chaque vCenter que tu vas aller voir. Tu seras connecté, tu auras un seul mot de passe qui va connecter automatiquement tout. Donc étant donné qu'on n'a pas encore de vCenter, on est obligé de créer le domaine SSO. Voilà. Donc une fois que vous avez mis le mot de passe, que vous avez bien mis le domaine, vous faites suivant. Ou quoi. Donc voilà. Ça là, si je fais ça là, ça en fait c'est quand tu as déjà un autre serveur vCenter qui existe. Et donc là du coup, étant donné qu'on n'a pas d'autres vCenter, on crée le domaine directement. Donc on fait suivant. Là, non, on coche pas, on n'a pas envie de lui envoyer des informations. Je pense qu'il en récupère déjà assez comme ça. Et on fait suivant. Ici, du coup, il va vous faire un récapitulatif des informations que vous lui avez rentrées, du DNS et tout. Et une fois que c'est bon, vous faites terminer. Tu veux quoi? Oui. Il a mis l'adresse de Windows Server. Pour le DNS? Ouais. Oui, c'est normal. C'est ce que j'avais demandé que vous mettiez.
Et ensuite vous faites OK, parce que là il vous dit qu'il ne peut pas annuler les choses une fois que c'est lancé. Et là, il faut attendre à peu près une bonne vingtaine de minutes. Donc à la limite, une fois que vous l'avez lancé là, si vous l'avez fait en live ou quoi, on va faire la pause là avec un petit poil d'avance. Et comme ça, s'il y a d'autres questions à côté, je vais venir des soucis, je vais venir